Alors, salut tout le monde, bienvenue pour cet épisode du résumé F5 Podcast. Cette semaine, je résume Born to Run de Christopher McDougall. Merci à Félix-Antoine Demers qui m'a prêté le livre, qui me l'a recommandé. J'avais intérêt à lire ce livre-là parce qu'après avoir lu Waterlog de Tim Noakes, il parle brièvement un peu de ce livre, Born to Run, avec le fait que c'est pas tant qu'on est fait pour courir, avec le fait d'essayer de penser quel est l'avantage évolutif de l'homme. Fait que quand on se rappelle avec Tim Noakes de Waterlog, il parle du fait qu'un des avantages évolutifs qu'on a eu, c'est d'être très bon à évacuer la chaleur pour pouvoir faire des longues durées en endurance, pour faire ce qu'il appelle le persistence hunting, donc la chasse par persistance. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de lire Born to Run, de voir un peu ce serait quoi le point de vue de cet auteur-là. Donc, c'est un livre qui est très intéressant à lire si ça vous intéresse à le lire, parce que c'est principalement une histoire. C'est principalement l'histoire de Christopher, quelqu'un qui essaye d'aimer faire de la course, qui est tout le temps blessé et qui, à un moment donné, parce qu'il travaille pour un magazine, je ne me rappelle plus exactement quel magazine, mais il est en train d'écrire un article, puis il lit un autre article qui parle des Tarahumara, qui sont une tribu d'Indiens au Mexique, perdus dans les canyons du Mexique, et qui apparemment seraient capables de courir des distances incroyables, et surtout qui font ça de leur plus jeune âge jusqu'à être dans les 60-70 ans. Et donc, il se demande comment ça se fait que ces gens-là ne sont pas blessés. Parce que lui, personnellement, Christopher, il est allé voir plein de médecins spécialistes. Des médecins spécialistes pour la course qui lui ont tous dit « Ton corps est tout simplement pas fait pour courir, arrête ça, tu as besoin de piqûres à la cortisone, il faut juste que tu arrêtes de courir, puis il faut que tu aies des meilleurs souliers. » Fait que lui, il se dit « Pourquoi est-ce qu'on me dit tout le temps, dans le fond, que mon corps est pas fait pour courir, que même si j'aime ça, je peux en faire, mais il faut que je fasse attention de ne pas trop en faire parce que c'est très mauvais pour mon corps, puis que d'un autre côté, il y a une tribu qui est capable de courir des distances incroyables. Ils ont une course à chaque année de 48 heures, puis le record, c'est 435 000. C'est au-dessus de 600 km. Ça, c'est 14 km/h pendant 48 heures. Donc, il dit... Est-ce que c'est juste un mythe? Est-ce qu'ils existent vraiment? C'est quoi l'histoire? Puis, l'histoire, dans le fond, c'est lui qui essaie de tracker ces Indiens-là. Donc, c'est assez léger comme lecture, c'est le fun, on a le goût de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais de temps en temps, il y a un petit peu de science. Fait que le premier truc dont je veux parler, c'est pas l'ordre du livre exactement, mais c'est sa théorie. Puis, c'est pas juste la théorie de Christopher. Il y a plein de scientifiques qui commencent, des anthropologues, des experts aussi sur la locomotion qui commencent à penser que c'est vrai. Running Man. C'est vrai qu'il faut se poser la question, ça fait plus de 2 millions d'années que l'Homo sapiens existe. Les outils et les armes assez bonnes pour pouvoir tuer des animaux existent depuis environ 200 000 ans. Qu'est-ce qu'on a fait avant? Parce que c'est clair quand on regarde qu'on mangeait quand même énormément de viande, qu'il fallait qu'on chasse. Maintenant, l'Homo sapiens a vécu pendant un moment avec l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal était beaucoup plus fort, avait un plus gros cerveau, était capable d'aller, dans le fond, se battre contre des gros animaux avec le fait qu'il était assez intelligent pour s'organiser en tribu. Et donc, il y avait plusieurs chasseurs à la fois qui pouvaient affronter un ours, exemple, ou un mammouth. Mais c'était donc notre version en plus fort. Et lui, il se pose la question, comment ça se fait qu'à un moment donné, l'homme de Néandertal est mort, n'a pas survécu, et c'est un être plus petit, avec un plus petit cerveau, moins fort, l'Homo sapiens, qui l'aurait remplacé. Il dit, l'évolution n'a jamais favorisé les faibles. Fait que c'était quoi notre avantage à ce moment-là? En plus aussi, quand on regarde, il y a des animaux, donc des mammifères qui sont plus des mammifères qui marchent, puis il y a des mammifères qui sont plus des mammifères qui courent. Puis si on regarde les caractéristiques de l'homme, ça j'ai besoin de le regarder, comment est-ce que ça se fait qu'on a par exemple des tendons d'Achille, qu'on a un tendon de la nuque,
que comme on est debout, on arrive à avoir beaucoup d'air pour remplir nos poumons, qu'on est capable de prendre plus qu'une respiration par foulée. Ça, on est la seule espèce des mammifères qui sont capables de faire ça. Par exemple, les chevaux ne sont pas capables de faire ça, alors que c'est des animaux coureurs. Pourquoi est-ce qu'on est capable donc de suer énormément? On est les seuls animaux qui sont capables de suer. Ça, j'en ai parlé dans Waterlog. Alors que, exemple, un chien, donc le scientifique dont il parle, s'en est aperçu parce que c'est pas un très grand sportif, c'est un scientifique, mais sauf qu'il aime courir. À un moment, il s'en va courir avec son chien, il fait relativement chaud. Puis à un moment donné, dans une pause, le chien refuse de redémarrer parce qu'il overeat, il a un coup de chaleur dans le fond. Puis c'est là qu'il se rend compte qu'il y a un moment eureka, s'il se rend compte que, wow, son chien n'est pas capable d'évacuer la chaleur aussi bien que lui, malgré le fait qu'on se dit, il va être capable de courir. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est dangereux de courir trop longtemps avec son chien, surtout quand il fait chaud, parce qu'ils peuvent juste évacuer la chaleur en s'arrêtant et en faisant comme ça, alors que les êtres humains sont tous capables d'évacuer la chaleur beaucoup mieux. Donc, pourquoi est-ce qu'on a toutes ces caractéristiques-là? Bien, en fait, il se rend compte qu'au fur et à mesure que le climat s'est mis à changer, qu'il a fait de moins en moins froid, et qu'on pense que le berceau de l'humanité serait en Afrique, il a commencé à avoir moins d'arbres, plus des plaines, beaucoup de soleil. Bien, l'homme de Néandertal, lui, il y avait moins les gros animaux qui pouvaient traquer, genre dans la forêt, et puis c'était beaucoup plus comme dans une plaine, donc en pleine vue. Alors que nous, l'Homo sapiens, le running man, on avait toutes les caractéristiques pour être capable de courir pendant extrêmement longtemps. Il y a deux types de coureurs, les sprinteurs, les coureurs d'endurance. L'homme n'est pas un sprinter, c'est un coureur d'endurance. L'arche de notre pied est fait pour ça d'ailleurs aussi, c'est ça qui montre. Et donc la chasse par persistance, dans le livre, il trouve qu'il y a encore 6 personnes, il y en a peut-être plus, mais il y a au moins 6 personnes dans le monde qui savent le faire, puis il y a un gars qui s'en va apprendre à le faire. C'est sûr que c'est compliqué, il faut apprendre à traquer l'animal, il faut apprendre à s'assurer que, parce que les animaux comme les antilopes, exemple, qui se font chasser comme ça, ont appris à éviter ce genre de chasse. Donc ça veut dire que l'antilope qui se fait poursuivre, pour ne pas se fatiguer, elle se met tout le temps en groupe, donc c'est jamais la même antilope qu'on poursuit, comme ça ils arrivent à se reposer. Sauf qu'il y a des techniques pour isoler l'animal, il y a des techniques pour s'assurer de le faire à un moment où est-ce qu'il fait chaud, alors que même ils se rendent compte que ça peut fonctionner dans n'importe quel moment. Ça peut fonctionner aussi quand ils ont moins de nourriture, ça peut fonctionner en hiver si on prend les femelles enceintes, ça peut fonctionner. Il y a plein de façons de faire la chasse par persistance. Et ce que ça prend, c'est entre 2 et 5 heures où est-ce qu'on ne laisse jamais l'animal complètement refroidir, complètement récupérer. Il y a un moment, l'animal tombe, alors que le chasseur, lui, est capable de continuer à courir pendant, 2 à 5 heures sans problème. C'est même, d'après l'auteur, plus simple de chasser un animal comme ça que d'utiliser des armes de l'époque. Bon, c'est sûr qu'avec un fusil, c'est plus facile, mais avec une lance ou avec un arc, on n'est jamais trop sûr d'être capable d'attraper l'animal. Des fois, il se sauve en étant blessé, puis il y a des charognards qui vont l'attraper avant nous. Peu importe, ça, de cette façon-là, c'est la façon qu'il trouve la plus efficace. Et ça serait comme ça qu'on aurait réussi à avoir une diète riche en gras animal et en protéines qui aurait permis à notre cerveau de se développer 7 fois plus gros qu'à peu près n'importe quel autre mammifère de la même taille. Et donc, c'est ça qui aurait fait que l'Homo sapiens aurait pris le dessus sur l'homme de Néandertal parce qu'on avait un avantage évolutif qui est la course de longue distance. 2 à 5 heures. Et ça, il dit que c'est pas un hasard qu'on soit super bon à courir 2 à 5 heures. Tous les marathons sont 2 à 5 heures. Le plus grand sport au niveau participatif au monde, la course à pied, les marathons. Il dit, c'est pas pour rien que notre passe-temps de courir 2 à 5 heures est rapport avec exactement pourquoi on aurait évolué. Et c'est pas pour rien non plus que la plupart des gens qui pensent qu'un marathon est impossible, pour finir, dès qu'ils s'entraînent à le faire, peu importe leur âge, peu importe leur background génétique, ils sont tous capables de le faire. Ils se surprennent tous à être capables de courir 2 à 5 heures pour faire leur marathon, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses que l'homme n'est pas capable de faire. Après,
il se pose la question, alors, d'où viennent toutes ces blessures? Parce que depuis les années 70, il y a tellement de blessures qui apparaissent avec les coureurs. Il y a 80% des coureurs qui ont, donc à peu près n'importe qui court pendant plus qu'un an, va être aux prises avec une blessure reliée à la course. Ça peut être les problèmes de facette plantaire, les problèmes de genoux, problèmes de hanche, problèmes de cheville. Il y a énormément de problèmes. Donc, il se pose la question, si on a survécu parce qu'on a un avantage évolutif d'être capable de courir pendant des longues durées de temps, comment est-ce que ça se fait que maintenant, on soit tous cassés en mille morceaux si on court? Un des sports les plus dangereux, dans le fond, parce que vous êtes sûr d'être blessé en ce moment, c'est de courir. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça et la plupart des médecins ne recommandent pas qu'on court. Bien, ils se rendent compte que, dans le fond, le plus gros problème qui nous est arrivé, c'est les souliers. Plus un soulier est padé, plus il donne des blessures. Plus un soulier est cher, plus vous avez des chances d'avoir des blessures. On parle de souliers chers pas parce qu'il y a des diamants dessus, cher parce qu'il y a plus de coussins, cher parce qu'il y aurait une chip à l'intérieur qui permet d'adapter à chaque foulée. Parce qu'en fait, ça change complètement la façon avec laquelle on est supposé courir. Naturellement, si on est pieds nus, naturellement, si on doit commencer à courir, il y a une façon que notre pied va attaquer le sol pour utiliser l'arche du pied. Alors que quand on a un soulier, ce qu'on va faire, c'est que notre jambe va se raidir, elle va aller vers l'avant, puis c'est notre talon qui va attaquer le sol. Ça va faire une énorme onde de choc tout le long, au lieu d'arriver avec la plante du pied et puis d'utiliser l'arche comme il est supposé être utilisé, d'utiliser le réflexe de nos tendons. On a beaucoup de tendons et dans le système de pied, genoux, hanches qui nous permettent d'avoir un rebond d'énergie pour que ça coûte presque rien de courir pendant justement très longtemps. Donc, sa première recommandation, c'est pas nécessairement d'être tout le temps pieds nus parce qu'il dit mettre un soulier, c'est comme mettre un plâtre. Ça veut dire que nos pieds ont été atrophiés pendant extrêmement longtemps. Plus longtemps vous avez mis des souliers, plus longtemps ça va être difficile de remuscler votre pied. Mais pour être capable de courir, il va falloir muscler son pied pour être capable de courir en fait sans blessure. Donc une des choses, c'est oui, passer plus de temps pieds nus. Puis après, comme il dit, même si c'est contre-intuitif parce que c'est pas ça que l'industrie veut qu'on fasse, plus votre soulier est vieux, moins il y a des chances que vous vous blessiez parce que moins il y a de coussins. Plus il y a un coussin, plus c'est mou, plus ça a l'air confortable, plus ça force votre corps à mettre plus de pression dans le sol pour essayer d'aller chercher de la stabilité. Quand, dans le fond, quelque chose est instable parce que c'est mou, on pousse encore plus fort pour aller chercher de la stabilité. Notre pied est fait pour qu'il y ait des impacts. Il n'est pas fait pour que ça soit tout mou. Donc, il y a plus d'impact. Quand on check sur des tapis roulants qui sont aussi des plateformes de force, quelqu'un qui court avec des souliers style le Nike Pegasus, les souliers que j'ai d'ailleurs, très épais, très coussinés, soi-disant mieux pour la course, il y a plus d'impact qui rentre dans notre corps que si on court pieds nus sur ce tapis-là. Donc, il faut aller avec le moins possible, dans le fond, de protection au niveau du coussin. Il faut utiliser les souliers juste pour éviter que s'il y a du verre à terre, on ne se coupera pas. Et c'est ce qui existait avant les années 70. Les gens couraient avec quasiment une lanière de cuir that's it. Donc, il faut essayer de revenir vers ça si on veut pouvoir utiliser l'architecture de notre pied. Il faut se rendre compte que notre pied, un tiers des os de notre corps se retrouvent dans le pied. C'est extrêmement bien fait pour être capable de justement nous permettre de courir et pas juste de marcher. Et donc, plus on le protège, moins on lui permet de travailler correctement, plus il y a des chances que ce soit d'autres structures qui prennent les charges et donc qu'on se fasse mal. Donc, le plus gros point, dans le fond, dans ce livre, c'est de nous dire qu'une des inventions qui a le plus causé de problèmes pour nous éloigner de la course serait le soulier. L'autre chose que ça dit aussi, c'est que notre corps a évolué pour être extrêmement efficace à courir. Une autre des choses, Tim Noakes en parlait aussi, le maximus gluteus, donc notre fessier, ne sert presque pas dans la marche. Il s'active vraiment quand on court. C'est vraiment là qu'on en a besoin. L'autre truc qui est impressionnant, ça m'a vraiment marqué, c'est que si quelqu'un court son premier marathon à 19 ans, il va piquer
à 27. Ça va être son meilleur temps à vie, si toutes les choses sont parfaites. Et après, il va tranquillement décliner, ça c'est clair, mais il va être capable. Il va décliner tellement lentement qu'à 64 ans, il va pouvoir faire le même temps qu'à 19 ans. Il y a très peu de sports qui nous permettent d'être aussi endurants pendant aussi longtemps. La course, c'est un des seuls sports en longue distance, on parle, où est-ce qu'il y a presque aucune différence entre hommes, femmes, âgés, moins âgés, adolescents. Donc, tout le monde court à la même vitesse et ça, ils pensent clairement que c'est un avantage évolutif pour nous permettre que quand on partait faire de la chasse persistance, tout le clan pouvait courir pour être capable après de manger. Parce que si on arrivait 50 000 plus loin avec l'antilope, ben comme ça nous permettait de la manger sur place avant de revenir. Ou même être capable de la déplacer parce que courir après pour revenir avec, ça va être un potentiel problème. Fait que, parlons un peu de qu'est-ce qui se passe avec les Tarahumara. Donc, dans le fond, il s'en va au Mexique, ce cher Christopher McDouglas, puis il rencontre des gens, il y a le Caballo Blanco, il y a des gens, je vous laisse lire le livre pour l'histoire. Moi, ce qui m'intéresse à résumer, dans le fond, c'est ce qu'on peut apprendre du livre. Si vous voulez l'histoire, je vous conseille fortement de le lire, c'est très intéressant. Il se rend compte, dans le fond, que cette tribu-là vit très, très bien. Il y a, le classique, ils n'ont pas les maladies dégénératives qu'on a. Ils ont d'autres problèmes, parce que je veux dire, si il y a la grippe, exemple, il y en a qui meurent à cause de ça, mais ils n'ont pas les problèmes modernes que nous avons. Ils mangent principalement des choses non transformées, donc ils vont beaucoup mieux, mais un des gros aspects, c'est que la course fait partie de leur ADN et fait partie de leur style de vie. Dès qu'ils sont jeunes, ils apprennent à courir tous les jours en rapport avec la course. C'est comme ça qu'on fait aussi pour que les villages puissent se communiquer avec eux, entre eux. C'est avec les coureurs. S'il y a besoin d'aide, on court pour y aller. Donc, ils courent constamment, sans blessure, avec principalement rien sur les pieds ou alors juste une petite lanière ou de cuir ou un pneu qu'ils ont attaché avec des cordes. Et leur façon de courir est avec beaucoup de pas, les jambes légèrement fléchies, le dos très très droit. C'est très similaire et ils en parlent un peu avec pose running. Et dans le fond, pour apprendre à faire ça, dans le fond, Christopher essaie d'apprendre à le faire et il se fait enseigner qu'il faut commencer par courir en pensant, je vais vous l'écrire, easy, light, smooth, et puis après, la vitesse va venir. Fait que donc, il y a quelques petits concepts qu'on peut appliquer à notre entraînement. La première chose, c'est que pour apprendre à courir, essayez d'avoir des souliers les plus minimalistes possibles pour commencer. Après, si vous voulez, ou vous pouvez courir dans l'herbe, pieds nus. Commencez avec des toutes petites distances. Puis la première chose à penser, premièrement, il faut se dire, notre corps est fait pour courir. Fait que c'est sûr que prendre des cours, ça va complètement aider, c'est clair. Mais vous pouvez aussi apprendre beaucoup de choses par le feel. Puis le feel, ça va être easy et light. C'est la première chose qu'il faut travailler pendant un moment. C'est d'être très léger sur ses pieds. C'est ça que ça veut dire light. C'est pour ça qu'en ayant très peu de coussins dans les pieds, on va pouvoir voir c'est quand on est léger et c'est quand on frappe le sol. Easy, c'est qu'on fait des petits pas. Là-dedans, il parle que les Tarahumara, ils font beaucoup de trail parce qu'il y a beaucoup, c'est un canyon. Et puis, Christopher est impressionné par le fait qu'ils arrivent à grimper, monter, descendre sans problème. Puis, une des choses qu'il leur explique, c'est si tu penses que tu es capable de le passer en 1 ou 2 pas, la petite roche qu'il y a ou la petite montée, fais-en 3. Fait qu'on fait easy, plein de petits pas, c'est vraiment facile. Les pieds bougent pas beaucoup, ils restent en dessous de nous. Puis, on a les jambes qui restent tout le temps légèrement fléchies. Puis, on pense à juste
le terrain va nous attirer vers l'avant. C'est le principe de pose running. Comme on est bien droit, c'est nos hanches qui nous propulsent vers l'avant, mais il ne faut rien forcer. Il ne faut pas essayer d'aller vite. Si on travaille beaucoup easy and light, au bout d'un moment, que ça devient vraiment facile, qu'on est très léger, on va pouvoir commencer à travailler et à être le plus smooth possible. Ça, dans le fond, dans pose running, ils en parlent, c'est d'enlever tous les mouvements parasites. On veut garder seulement ce qui nous permet d'avancer. Sauf qu'au début, on ne peut pas y penser. On peut juste y penser quand easy et light sont bien ancrés dans notre tête et que c'est vraiment facile, exemple, de partir courir pendant 1 heure sans que ça soit difficile. Donc, le smooth, ça va être, si justement vous voulez, vous pouvez regarder toutes les choses de Dr. Romanov, ça va être d'avoir juste la position figure 4, le pull, et puis la partie où est-ce qu'on se laisse tomber. C'est exactement la même chose que les Tarahumara font et tous les bons coureurs d'endurance. Et une fois qu'on est capable de faire ça, la vitesse va pouvoir venir. En fait, une des choses qui dit qui est le plus important, c'est qu'il y a 2 façons de s'entraîner. Courir vite puis courir à la longue distance. Puis il y a 2 grosses erreurs qu'on fait presque tous. Quand on fait de la longue distance, on va tous principalement trop vite. Ça ne nous permet pas de travailler sur easy, light et smooth. On travaille tout de suite sur fast. Ce qui fait qu'on ne peut pas travailler ça ici. On n'a pas une bonne amélioration. On devient très fatigué. Même peut-être que comme on va avec une mauvaise technique, on a des douleurs aux articulations. Donc, il faut vraiment penser que quand on fait de la grande distance, c'est là que ça peut potentiellement aider d'avoir une montre qui regarde notre rythme cardiaque ou un moniteur cardiaque. Parce que on voudrait tout le temps être capable de, le bon vieux truc, de parler ou de maintenir un rythme cardiaque qui est relativement relax. Exemple, pour moi, c'est 150, 155 battements minute et moins. Ça veut dire que j'ai l'impression que je peux faire ça pendant toute la journée. Fast. Ça, les crossfitters, on n'est sûrement pas pire, mais les coureurs, exemple, ont vraiment du mal avec ça. Quand on travaille la vitesse, il faut absolument aller all out. C'est pas entre les deux. Sinon, on a tendance à aller, fait qu'ici, trop vite, ici, trop lent. Quand on travaille la vitesse, on fait des 400 mètres repeat, des 800 mètres repeat, des 1 km repeat. Il ne faut pas se pacer, il ne faut pas se retenir, il faut y aller à fond. Là, ici, si on regarde aussi ce dont on a parlé en nutrition, on travaille vraiment de fonctionner sur les gras. Puis ici, parce qu'on y va sans retenue, on travaille vraiment à travailler sur le glycogène. Puis encore une fois, si vous vous rappelez, le but, si on veut être des super athlètes, c'est d'être capable de fonctionner sur les deux, les gras et les glycogènes. On ne veut pas devenir un coureur d'endurance qui ne sait pas comment aller vite parce qu'il ne sait plus utiliser le glycogène puis il a juste une vitesse. Il oublie cette partie-là, il est juste bon ici. Puis on ne veut pas devenir un peu comme la plupart des crossfitters ou des sports modernes où est-ce qu'on doit faire comme au football américain, mettons, ou au hockey, on est très bon sur une petite distance parce qu'on a un gros power output. Sauf que dès qu'on doit le faire longtemps, on n'a pas d'économie, on n'est pas capable d'utiliser le rebond du sol et puis on se fait mal parce qu'on court mal. Donc ça, c'est les 2 concepts qui sont importants à se rappeler. OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, the fastest you can comfortably go. Speed is less time on the ground. Fait que c'est vraiment la longue distance, c'est le plus vite qu'on est capable d'aller en étant extrêmement confortable. Pour pouvoir aller plus vite, c'est quoi qui va se passer? C'est qu'ici, on va devenir tellement efficace qu'on va passer le moins de temps possible sur le sol. D'ailleurs, si vous faites le cours de CrossFit en ligne Pose Running, il parle comment faire l'analyse vidéo frame par frame pour compter le nombre de millisecondes qu'on reste au sol avec notre pied. Et puis, c'est un des facteurs clés qu'il faut améliorer pour justement améliorer sa course. Donc, pour aller plus vite en course, il faut comprendre que ce n'est pas tant de dépenser plus d'énergie, c'est de devenir beaucoup plus efficace ici sur sa technique. Ce qui veut dire qu'en maintenant mon rythme cardiaque à un certain niveau, en maintenant ma dépense énergétique à un certain niveau, je vais plus vite que les autres parce que j'ai dépassé l'étape easy, je suis maintenant à light, j'ai passé le light, je suis maintenant à smooth. La vitesse vient vraiment par la technique et ça rapproche vraiment de ce qu'on dit en CrossFit, technique versus intensité. On ne veut pas les deux. Et en course, on ne veut pas un des deux, pardon, on veut les deux. Et en course, on a tendance, c'est un peu comme la technique, intensité, on a tendance à mettre
l'intensité en premier, puis pas comprendre pourquoi est-ce qu'on court mal, parce qu'on n'a pas passé le temps à faire notre technique, puis notre technique requiert, exactement comme en haltérophilie. En haltérophilie, ça requiert qu'on utilise un bâton de bois. En course, ça requiert qu'on fasse du millage tranquille, pas challenger au niveau organique tant que ça, mais challenger au niveau easy, light, smooth. Donc, les points clés à se rappeler quand on court. On veut notre dos droit. Fait que dos neutre, on a tous tendance à être un peu comme ça. On veut être neutre, la position midline stabilization, la position du dos neutre. On veut les genoux légèrement fléchis. Ça, si on court pieds nus, vous allez tout de suite le faire. Comme essayer d'aller courir dans votre driveway ou sur la rue, un endroit vraiment dur. Vous allez être capable d'être smooth sur vos pieds, d'être léger sur vos pieds si vous gardez les genoux légèrement fléchis tout le temps au lieu de barrer la jambe puis de l'envoyer en avant. Fait que genoux fléchis. Et puis, drive forward, ça, c'est d'apprendre à générer, d'utiliser la gravité, de générer la force vers l'avant par le fait que nos hanches s'en vont vers l'avant au lieu qu'on pense à pousser vers le haut ou pousser vers l'avant. Donc, il y a des choses qui sont exceptionnelles. Exemple, en Arizona, il y a une course de 50 000. 50 000 de long, c'est les chevaux contre les êtres humains, 6 fois en ligne. Il y a un dude, Dennis Pulheko, qui a gagné contre les chevaux. Pourquoi? Parce que nous, on est capable de courir à peu près à n'importe quelle vitesse. On n'a pas comme un trot, un galop. Puis, on est capable d'évacuer la chaleur à n'importe quelle de ces vitesses-là. Puis, on est capable de prendre plus qu'une respiration par foulée. Les coureurs d'endurance, souvent, c'est 2 respirations par foulée. Ce qui fait qu'on est des machines à faire de la longue distance. On bat un cheval sur 50 000. C'est assez impressionnant, je trouvais. C'est fou. Exemple, les reptiles qui ne peuvent pas courir pendant longtemps, ils ne peuvent même pas respirer pendant qu'ils sont en train de courir. C'est impressionnant. Les félins qui sont très, très rapides, comme le guépard, comme les léopards, quand ils courent, leurs organes bougent puis frappent dans leurs poumons, ce qui fait qu'ils ne sont pas capables de soutenir ça pendant très longtemps. C'est le même principe avec les lapins qui peuvent courir très vite sur 45 secondes. Après ça, ils n'ont pas assez d'oxygène. Nous, on est capable d'avoir un carburant. On a le meilleur carburateur dans le fond du monde des mammifères pour courir longtemps. Pour terminer, dans le fond, il finit en disant que vu qu'on a évolué pour être des coureurs d'endurance, donc pour avoir une endurance hors du commun, c'est un petit peu un problème parce que notre cerveau a évolué pour ça aussi. Et donc, on a évolué pour essayer que pour être rapide, il faut qu'on dépense le moins d'énergie possible. On est devenu genre des machines à devenir super efficients, super efficaces en course ou dans n'importe quelle tâche qu'on fait. C'était ça le but de notre cerveau. Tu sais, si je veux courir pendant 2 à 5 heures, voir les Tarahumara qui font des 48 heures ou les ultramarathoniens qui font des 100 000, des 200 000, il faut que je sois extrêmement efficace. Comme dit le Dr Romanov, il faut que j'enlève tous les mouvements parasites qui servent à rien pour dépenser de l'énergie juste dans ce que j'ai besoin. Mais à cause de ça, quand on n'a pas besoin de courir, parce qu'on peut s'asseoir dans un autobus, dans une auto, s'asseoir dans le sofa puis faire une commande de Uber Eats au lieu d'aller le chercher, bien, notre cerveau préfère ça parce qu'il essaie tout le temps de dépenser le moins d'énergie possible dans tout ce qu'on fait. Ça, c'est évolutif. Donc, comme il dit, tout le monde va se sentir mieux s'il bouge. Ça, on le sait, puis c'est pour ça que vous m'écoutez, mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se remettre dans leur routine de bouger. Il faut se mettre dans la routine de bouger parce que quand on a bougé, on va mieux se sentir. Sauf que par défaut, c'est normal de ne pas vraiment vouloir bouger parce que si on n'en a pas absolument besoin, c'est l'évolution de quelqu'un d'endurance, c'est de ne pas le faire si on n'a pas besoin de le faire, de faire juste le mouvement qui nous sert à avancer. Donc, j'espère que ça vous a plu. C'est un résumé un petit peu plus court que d'habitude. Le livre est extrêmement rapide à lire, il est le fun. Je vous conseille fortement de le lire. Je vais regarder s'il y a des questions sur Instagram.